Alors, bonjour à tous. Avant tout, je tiens à remercier tous les organisateurs et organisatrices, tous les enseignants, les lycéens qui sont aujourd'hui avec nous pour l'organisation de cette conférence. Et je suis ravie d'être face à vous aujourd'hui pour discuter de ces enjeux qui sont absolument cruciaux, non seulement en termes démocratiques, mais aussi en termes de société, de vision, d'interaction entre les uns et les autres. Alors, je vais commencer par une brève présentation générale. Donc, l'intelligence artificielle, elle a des formes variées, avec des objets différents, qui sont parfois un petit peu mal identifiables ou mal identifiés. On en parle beaucoup depuis le lancement de ChatGPT, qui est une intelligence artificielle générative, dite générative, dans le sens où elle va créer des contenus. Mais l'IA, elle existe aussi dans de nombreux autres domaines. On a de la robotique, qui est basée effectivement sur des technologies dites de machine learning, donc d'apprentissage. On va en parler un peu plus tard. Mais aussi, par exemple, les voitures autonomes, sont également basées sur des technologies liées à l'intelligence artificielle, etc., etc. On a aussi beaucoup de services qui peuvent utiliser de l'intelligence artificielle, notamment, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà postulé pour un emploi, les CV sont triés, on va chercher certains mots-clés, et puis en fait, on va transférer que certains CV de certains candidats qui ont les mots-clés qu'on cherchait. Donc on a presque de la discrimination avant même d'avoir de la discrimination potentielle. On a aussi de la manipulation qui existe. Les contenus qui vous sont présentés en ligne sont basés sur des algorithmes de recommandation qui apprennent sur les choix qui ont été faits par des gens qui vous ressemblent ou qui ont été faits par des gens par vous-même. Donc là, vous voyez, on a beaucoup d'objets différents. Il y a des objets matériels, des voitures, on voit très bien ce que c'est. Il y a des objets un peu plus immatériels. Et le droit va devoir approcher, va devoir saisir, encadrer. On en a un petit peu déjà parlé, de savoir comment est-ce qu'on encadre. Va devoir encadrer, saisir l'ensemble de ces objets. Et puisqu'il y a plusieurs objets, ça va être très difficile d'avoir une solution unique au niveau juridique. Et donc, j'ai intitulé cette conférence « Quel encadrement juridique ?» mais j'aurais pu mettre « Quels encadrements juridiques ?» parce qu'en réalité, il va potentiellement y en avoir plusieurs. Alors, comme je vous le disais, il y a beaucoup de thèmes, il y a beaucoup de questions, et j'ai décidé de me focaliser sur 3 thèmes principaux qu'on va analyser successivement. Le premier thème, il est lié au droit applicable, qui est une des premières difficultés. Quel est le droit qu'on va appliquer ? Le deuxième thème, c'est quel est l'ensemble normatif qu'on va pouvoir appliquer à des systèmes d'intelligence artificielle. Et enfin, on va réfléchir ensemble à savoir si le cadre juridique général, celui qui existe déjà, celui qui n'est pas dédié à l'intelligence artificielle, pourrait potentiellement suffire. Alors, premier thème, comment déterminer quel est le droit applicable ? Alors, l'une des difficultés qu'on a quand on parle de droit, c'est qu'on est dans un ensemble territorial. Un État ou un ensemble d'États ont des compétences territoriales pour légiférer, et donc pour avoir juridiction vis-à-vis de certaines entités qui soit se trouvent sur leur territoire, soit interagissent avec leur territoire. Alors j'ai pris un petit scénario. Une entreprise américaine crée des robots permettant d'aider les chirurgiens lors d'opérations chirurgicales. L'entreprise vend les produits aux États-Unis et en Europe. Lors d'une opération dans une clinique parisienne, le robot s'emballe de manière complètement inexpliquée et perfore l'estomac du patient. Alors, première difficulté, on est dans le cadre d'une entreprise américaine, donc qui n'est pas en France, qui n'est pas à Paris, qui n'est pas en France. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour essayer de lui appliquer les règles juridiques qu'on a, nous, en France? Et la question de l'application territoriale du droit, c'est une question qui est très ancienne, mais qui a été particulièrement renouvelée depuis qu'on est dans un monde globalisé, et encore plus depuis qu'on a l'usage des technologies de manière internationale, parce qu'on a des entreprises qui sont situées sur des territoires étrangers, qui peuvent proposer des services ou des produits dans nos territoires. Et comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte qu'ils respectent nos droits? Et donc, on a des règles dites de droit international privé
qui vont s'appliquer, qui vont spécifiquement déterminer quelle est la loi qui va être applicable, quel est le droit qui va être applicable à certaines situations juridiques, et aussi qui va être le juge qui va pouvoir mettre en œuvre cette loi. Et comme je vous le disais, le numérique est vraiment un des domaines où on a particulièrement cette difficulté. Je vais juste vous donner un petit exemple. Quand Facebook était c'était il y a très longtemps, c'était dans les années 2010, il contestait le fait que le droit français puisse leur être applicable. Il disait « Non, mais nous, on est une entreprise en Californie. Donc, même s'il y a des utilisateurs en France qui utilisent nos services, c'est le droit californien qui s'applique. Et si vous avez des choses à nous reprocher, non seulement c'est ce droit qui va s'appliquer, mais en plus, il faut venir jusqu'en Californie pour faire valoir vos droits. » Alors, heureusement, d'une part, nos juges ont dit « Non, nous, on est compétents, on va appliquer nos droits et on va être considérés comme compétents. » Et en plus, le législateur, de plus en plus, insère au sein des textes, en matière de droit du numérique, des règles de compétence en disant « Chaque fois que vous ciblez sur le territoire européen, par exemple, votre produit ou votre service, eh bien, on va pouvoir appliquer le droit européen. » Et donc, dans un projet de règlement, un règlement européen, c'est un texte juridique qui va s'appliquer dans tous les États membres de l'Union. Donc, dans le projet de règlement sur l'intelligence artificielle, qui est en ce moment même en cours de débat au niveau européen, il y a un article 2 qui, justement, vise spécifiquement les fournisseurs de services qui seraient à l'étranger, mais qui enverraient des produits en Europe et qui permet donc d'appliquer le droit européen à ces entreprises étrangères. Thème numéro 2. Donc, quel niveau d'encadrement ? Comment est-ce qu'on fait en sorte que le droit soit respecté ? C'est-à-dire que les entreprises respectent les principes qu'on a érigés. Et là, donc en gros, vous avez peut-être un peu des connaissances juridiques, mais en gros, on a plusieurs niveaux d'encadrement. On a un niveau local, par exemple, votre commune, avec votre maire qui va pouvoir qui a un certain pouvoir normatif. Un niveau régional, national, ça on va l'appeler plutôt le niveau local. Ensuite, au niveau européen, on a des règles qui vont donc s'appliquer sur tout le territoire de l'Union européenne, avec des règles fondamentales. Ça va être les traités, les chartes, ça c'est des grands principes juridiques qui vont s'appliquer. Et derrière, on va avoir des ensembles juridiques qui sont plus précis, comme par exemple ce que je vous disais tout à l'heure sur le projet de règlement sur l'intelligence artificielle, où là, on va avoir des explications très précises pour ce secteur juridique. Et ensuite, le niveau international. Donc là, on a par exemple l'ONU, que vous devez déjà assez bien connaître, l'OCDE, qui est aussi un autre forum plus international. Et la plupart des règles internationales sont dites de droit mou, parce qu'en fait, on n'a pas possibilité d'aller devant un juge les invoquer. On ne va pas pouvoir agir sur ce fondement. On pourra en revanche agir sur les 2 premiers fondements. Et donc c'est très important, c'est pour ça que c'est très important qu'au niveau européen, on s'unisse pour travailler sur des principes qui seraient applicables partout en Europe. Et pourquoi je vous dis ça ? C'est que quand on est une entreprise qui agit qui a des clients partout dans le monde, si on a un minuscule pays qui a ses propres petites règles, très probablement, on ne va pas avoir un intérêt économique à proposer notre produit sur son marché et à se mettre en conformité avec ces règles. Parce que ça va nous coûter quand même assez cher de faire toute la mise en conformité pour un tout petit territoire. Et c'est pour ça que c'est très important qu'entre États membres de l'Union européenne, on se mette ensemble, parce qu'en Europe, vous savez combien on a de consommateurs, combien on est de consommateurs à peu près ? Vous avez une idée ? 4 millions ? 4 millions, qui dit plus ? 13 millions. Bon, en fait, c'est 447 millions. 447 millions de consommateurs. Donc, vous vous doutez bien qu'une entreprise qui a des intérêts économiques va avoir très envie d'entrer sur le marché européen. Et donc, elle va accepter de se mettre en conformité avec les règles européennes. Deuxième scénario,
Une entreprise étrangère propose un logiciel permettant de générer des images de personnes dénudées à partir de photographies. Des lycéens en Espagne ont utilisé ce logiciel pour déshabiller leurs camarades. Ils les ont ensuite publiés sur certains réseaux sociaux et d'autres utilisateurs les ont partagés. Alors ça, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, même si je fais preuve parfois de créativité. Ça, c'est quelque chose qui s'est effectivement passé dans un petit village en Espagne et les gens ont été très très choqués de voir leur fille toute nue et de se dire comment est-ce que ça se fait que j'ai ma fille qui est complètement dénudée. Et donc là, on a deux questions possibles, et en fait, il y en a beaucoup d'autres. Comment on peut déterminer qui est responsable pour la création et la diffusion de ces photographies? Et comment est-ce qu'on peut poursuivre efficacement ces responsables? Alors, en droit français et en droit européen, on a beaucoup de règles juridiques qui font quand même que ça, c'est pas autorisé. Non seulement c'est pas cool, c'est pas éthiquement correct, mais en plus on a des règles juridiques qui, en réalité, ne permettent pas ce genre de traitement. On a par exemple ce que vous connaissez peut-être, le droit à l'image, les droits sur la voix, pour ceux qui veulent être traducteurs. La voix est protégée au titre des droits de la personnalité. Les droits à la réputation, le droit à la vie privée et aussi tout le corpus du droit des données à caractère personnel, ce qui rend les traitements de ces données, donc le fait qu'on envoie une image habillée d'une personne et on la transforme en image dénudée, c'est potentiellement un traitement illicite de données à caractère personnel parce qu'il est effectué en dehors du respect des règles juridiques. Ensuite, sur les questions de responsabilité, il y a beaucoup de questions. Évidemment, on peut se dire que ça pourrait être le plus évident, ça serait de poursuivre les lycéens qui ont publié ces photos. Mais souvent, les lycéens n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, potentiellement, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à poursuivre le fournisseur du système qui a un système qui fait par nature du contenu illicite? Ça, c'est une question à laquelle je voulais vous laisser réfléchir. Et je terminerai donc avec notre troisième thème. Est-ce qu'il faut créer des règles spéciales, en plus des règles classiques qui existent, pour réguler cette technologie? Alors, je vais rebondir sur ce qu'on a entendu un petit peu plus tôt sur l'idée de interdire ou pas interdire. Je pense quand même qu'il y a des technologies qui doivent être absolument interdites, notamment par exemple l'existence de robots automatiques tueurs. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en gros, c'est des robots qui prennent la décision de tuer une personne sans qu'un humain ne participe à cette décision. C'est assez différent des drones qui volent et qui sont pilotés par un humain. Là, on a vraiment une grosse différence. Et pour moi et un certain nombre de personnes, ça, c'est des choses, c'est des technologies qui devraient absolument être interdites. Et sinon, pour les autres types de technologies, on peut se poser la question de savoir si est-ce que les règles actuelles suffisent face au développement de ces technologies et est-ce qu'il ne faudrait pas adopter des règles spéciales en matière d'intelligence artificielle. Dans tous les cas, ce qu'il faut avoir bien conscience, c'est qu'on a un besoin, comme je vous le disais tout à l'heure, pour les entreprises de se mettre en conformité et la capacité pour les États d'être en mesure de s'assurer de la conformité de ces entreprises. Donc de faire en sorte, si on adopte des règles juridiques, de faire en sorte qu'elles soient respectées. Et le point aussi que je voulais vous mentionner, c'est que le temps des poursuites est beaucoup plus long que la création, surtout qu'on est sur des créations qui sont quasiment instantanées. Et en réalité, par exemple pour ces lycéens, le temps des poursuites va sans doute durer plusieurs années, mais les dommages, ils vont continuer de perdurer dans le temps. Toutefois, en réalité, les lycéens, ils seront passés à autre chose, ils seront peut-être à l'université, ils feront peut-être des études de droit, et ils verront que ça ne va pas du tout ce qu'ils ont fait. Et aussi, le dernier point, c'est que le droit ne peut pas tout régler. Il y a aussi des gros besoins d'éducation, de formation, de comprendre, de peut-être pas faire ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, et donc de réfléchir à éviter ce genre d'action. J'avais juste un troisième scénario, parce que vous en avez un petit peu parlé plus tôt, Bénédicte. Des données protégées par le droit d'auteur sont utilisées pour entraîner une intelligence artificielle qui génère de nouvelles créations. Donc là, ça va être typiquement, par exemple, Midjourney, qui est, vous connaissez tous à peu près,
c'est un logiciel qui permet de créer des nouvelles images, des nouvelles œuvres. Et on va se poser la question de savoir si, pour entraîner, pour faire en sorte que ce logiciel soit très performant et qu'il produise des belles œuvres, il a fallu l'entraîner avec beaucoup d'autres œuvres. Et ces œuvres, souvent, elles sont protégées par le droit d'auteur. Le droit d'auteur, vous voyez ce que c'est la titularité qui est reconnue à l'égard d'une création intellectuelle à une personne. Donc ça va être par exemple un écrivain, il a des droits sur son livre, un peintre, il a des droits sur sa peinture, etc. Et donc le fait que ça a été utilisé pour entraîner une intelligence artificielle fait que potentiellement on a porté atteinte à ce droit. Donc ça, c'est une première difficulté. Et une autre difficulté juridique qu'on a aujourd'hui énormément, c'est de savoir si l'intelligence artificielle, Midjourney, peut être reconnue comme auteur d'une œuvre. Est-ce que quand elle fait un processus créatif, on va pouvoir dire ça, c'est une œuvre qui reflète la personnalité de son auteur? Alors là-dessus, les juristes sont globalement... ça dépend lesquels, mais il y en a qui sont très pour, qui disent qu'effectivement, il faut reconnaître le bénéfice de la protection, d'autres qui sont très contre, et donc il y a beaucoup de débats juridiques. Je voudrais terminer. Je termine avec les quelques questions à résoudre. Donc il y a énormément de groupes de travail en ce moment qui justement réfléchissent à comment est-ce qu'on doit réguler l'intelligence artificielle. Notamment des comités sur l'intelligence artificielle. On a, comme je vous le disais, des législateurs au niveau national, international et également européen qui travaillent sur ces questions. Il y a un projet de texte qui est quasiment abouti au niveau européen. Et voici les points essentiels et je suis ravie de répondre à vos questions. Alors, je vais prendre 4 questions pour cette séance avant de passer au prochain exposé. Donc, qui aurait des questions dans la salle? Une. On peut commencer avec celle-ci et on peut réfléchir aux prochaines. Bonjour. Alors, moi, je m'appelle Mohamed Amin. Je viens du lycée Alfred Nobel à Clichy-sous-Bois. Et je voudrais rebondir par rapport aux règles que vous avez parlé pour les intelligences artificielles. Pour moi, il faudrait établir des règles pour chaque catégorie d'intelligence artificielle et ça aiderait potentiellement à arrêter les mauvais comportements. Merci. Alors, c'est au niveau européen, comment le législateur il a décidé de procéder, c'est d'adopter une approche dite par le risque. Et en fait, on va regarder en fonction du risque que présente la technologie pour la société. Donc par exemple de la reconnaissance faciale. On sait que les logiciels de reconnaissance faciale sont potentiellement très discriminants, particulièrement à l'égard des femmes, particulièrement à l'égard des femmes noires, particulièrement à l'égard des femmes noires qui ont entre 30 et 40 ans, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de données. Je la fais courte. Et donc, par exemple, le législateur européen dit ça, c'est un risque pour notre société qui est tellement important qu'on va interdire. Et après, donc ça, c'est les risques dits inacceptables et sur lesquels on va complètement... La règle juridique va dire ça, c'est interdit de le faire. Et après, il y a les risques dits haut risque. Donc ça, c'est des logiciels, enfin, c'est des systèmes d'intelligence artificielle qui présentent un risque assez élevé, mais qui peuvent être tempérés par des mesures de protection, de sécurité, d'analyse de risque, de mise en conformité, de... vérification. Et donc, dans ce cas-là, il va y avoir un encadrement juridique avec une mise en conformité et aussi des risques beaucoup plus minimes. Et dans ce cas-là, il va y avoir moins de règles juridiques qui vont s'appliquer. Et en réalité, cette granularité, donc le fait de considérer en fonction du système, c'est effectivement le choix qui a été fait par le législateur européen de regarder quel est l'impact de ce système pour la société, pour les personnes. Et c'est un peu dans l'idée toujours de s'assurer que la technologie est au service du citoyen et au service des personnes et non pas les personnes sont au service de la technologie. Il y a une deuxième question ?
Bonjour, je m'appelle Chazeb, je suis du lycée Maurice Trio-Astin. Et en gros, vous avez dit comme quoi certains juristes, ils acceptent que l'IA soit considérée comme des auteurs pour certaines œuvres. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que vu que l'IA, souvent, c'est inspiré aussi de vrais auteurs qui ont vraiment écrit. Et tout à l'heure, vous avez reparlé de droits d'auteur, que comme quoi c'est aussi très cadré sur le fait qu'il y a les droits d'auteur. C'est ça, j'ai l'impression, c'est quand même assez contradictoire. J'ai pas bien compris. Ok. Alors sur les droits d'auteur, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que en réalité, nos auteurs physiques, les personnes, les scientifiques, par exemple, on se base aussi sur ce qui existe déjà. Les techniques, ce qui a été développé, les créations antérieures, les styles, on s'inspire aussi en tant qu'auteur. Il y a des catégories d'auteurs qui développent complètement leur propre style, mais il y a aussi des auteurs physiques qui s'inspirent d'autres auteurs avant eux. Dans le domaine musical, par exemple, tout ce qui est pop musique, vous avez 6 notes, et en fait, c'est la façon dont on va les agencer qui va faire qu'on va avoir une œuvre originale ou pas. Et en fait, l'enjeu juridique le plus important en matière de savoir si une intelligence artificielle peut être considérée comme auteur d'une œuvre, en fait, le nerf, il est de savoir si une personne qui n'est pas physique, un système technologique, peut être considéré comme créateur, inventeur, enfin, quelqu'un qui sort des éléments de sa propre personnalité. Ça, c'est les éléments d'identification du droit d'auteur, c'est l'extériorisation de sa personnalité dans une œuvre. Et comme l'intelligence artificielle n'a pas de personnalité, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de juristes qui disent « non, c'est pas possible qu'une intelligence artificielle soit considérée comme auteur ». Mais pour autant, il y a certains juristes qui continuent de défendre en considérant qu'en fait, par exemple, les personnes morales, d'une certaine façon, donc les entreprises, peuvent aussi, dans le droit de la propriété intellectuelle, récupérer certains droits. Et donc ils disent c'est un petit peu la même chose, ils n'ont pas de personnalité, ils n'ont pas d'éléments propres, mais pour autant on leur reconnaît quand même des droits. Donc il y a un peu ce débat. Il y a beaucoup de questions ouvertes encore en matière d'intelligence artificielle. Il n'y a pas encore toutes les résolutions, mais en tout cas, c'est le genre de raisonnement qui est intéressant d'avoir, en effet. On a une troisième question là-bas, et il y a une quatrième juste à côté, et on finira là-dessus. Bonjour, je suis Sayuri Ferdinandez du lycée Isaac Newton Clichy. J'avais une question. Pensez-vous qu'un jour, l'IA remplacera les métiers juridiques ? Ah, vous êtes là. Oui. Alors... En fait, c'est une excellente question. Et quand vous avez posé quand tu as posé la question tout à l'heure, est-ce que vous utilisez ChatGPT pour faire vos devoirs ? Moi, j'aurais dû lever la main. Parce que moi, ça arrive c'est très fréquent que je rentre, je dise, en fait, je peux écrire un article là-dessus. Aide-moi à trouver un titre qui soit mieux, parce que moi, j'ai beaucoup de mal à écrire les titres. Et c'est vrai que, en fait, j'utilise l'intelligence artificielle pour m'aider là où je sais que je suis moins forte, et donc où ça me permet de me faire gagner du temps. Écris-moi un résumé de tout ce très long paragraphe. Et donc, ces exemples, c'est pour vous dire que, à mon sens, c'est un petit peu les questions de est-ce qu'on va remplacer le travail qui ont été un peu posées tout à l'heure. Il y a certaines formes de travail qui vont être remplacées, qui vont plus exister, parce que en fait, l'intelligence artificielle fait mieux le travail qu'une personne humaine. Donc ça, c'est une première chose. Pour certains profils, en effet, il va falloir accepter, mais un peu de la même façon que les ordinateurs ont remplacé des secrétaires qui écrivaient les lettres à la main des avocats il y a 50 ans. Donc ça, c'est un petit peu les mêmes démarches. Mais surtout, je pense que on tend plutôt vers une super spécialisation des juristes. Les avocats, c'est la même chose. On est de plus en plus spécialisé dans des domaines particuliers, et l'intelligence artificielle va accompagner cette spécialisation, va aider les professionnels à trouver plus rapidement les réponses, et donc potentiellement être plus efficace et à être moins cher peut-être. Ça, c'est pas sûr. Mais donc c'est peut-être un mélange des deux. C'est une augmentation grâce à l'intelligence artificielle et peut-être un remplacement de certaines formes de travail qui étaient plus
élémentaires. Et il y avait une dernière question, ouais, juste à côté. Bonjour. Alors, ce serait pour savoir, sur l'échelle des risques, où est placé le deepfaking? Parce que le deepfake, c'est le fait de changer le visage de quelqu'un pour le transformer par quelqu'un d'autre. Ça peut, comme vous l'avez montré dans votre exemple, être utilisé pour dénuder des personnes, mais aussi ça peut causer de graves incidents diplomatiques. J'avais vu une fois l'exemple d'un président dont on avait utilisé le deepfake pour dire qu'il annonçait une guerre. Donc, est-ce qu'on peut interdire le deepfake ou est-ce que on sera obligé de vivre avec? Alors, pour l'instant, le législateur européen n'a pas fait le choix, et ça risque pas d'être le cas, mais pour l'instant, ils n'ont pas fait le choix d'interdire complètement. En revanche, il va y avoir des précautions qui vont devoir être prises, telles que le fait d'identifier que ce contenu a été créé et en fait n'est pas un contenu réel. Et donc ça, c'est une des façons qui existe pour essayer de faire en sorte qu'on informe le public et qu'on soit vigilant. Ceci étant dit, un peu de la même façon que le recueil du consentement, par exemple, en ligne, le fait que vous consentiez de manière informée, sur le papier, c'est un très beau principe. En pratique, quand on le regarde concrètement, on se rend très bien compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui le font à leur sauce, font ce qu'on appelle des dark patterns. Donc, par exemple, ils mettent en vert le fait d'accepter tous les cookies, donc ce qui vous protège moins, et mettent en rouge le fait de refuser. Donc ça, c'est le fait d'utiliser des designs, donc des illustrations, des choix, pour vous manipuler à faire un choix qui ne serait pas celui que vous feriez en l'absence de ce design-là. Et en fait, en réalité, je pense que le droit a une part pour réguler, essayer de faire en sorte que encadrer, mettre de l'information, essayer d'être vigilant, mais on va devoir tous collectivement aussi apprendre à remettre en cause l'information. Et ça, on l'a vu avec les campagnes de désinformation massives qui ont eu lieu, notamment, exemple récent, par les autorités russes en matière de guerre en Ukraine. Et tous les contenus qu'on va voir à partir depuis quelques mois, on doit, en tant que personne, avoir un sens critique, se poser la question, est-ce que c'est vraiment un contenu qui est écrit par une personne, qui est dit par un politique, qui est réel, qui est basé sur des faits réels, ou est-ce qu'on essaye de me manipuler à des finalités politiques, économiques, juridiques, etc., etc. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, collectivement, on a ce besoin de remettre en cause ce qu'on voit en ligne et d'essayer de vérifier, de fact-checker, comme certains journalistes le disent, de fact-checker et de s'assurer que c'est la vérité qu'on est en train effectivement de nous présenter. Merci Suzanne, on peut l'applaudir.